il est monstrueux. Enfin, tu sais, tout ça, ça ne pèse pas grand-chose face à son plus bel exploit. C'est quoi? D'avoir transformé Retailleau en militant décolonial, pardon, celle-là... Retailleau sur parole d'honneur bientôt. La légende, Masterclass. la légende. Masterclass. Oh là là. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mardi 7 juillet et le match France-Paraguay ne s'est visiblement pas terminé au coup de sifflet final samedi soir sur la victoire des Bleus à la Coupe du Monde de foot. Ça joue les prolongations en dehors de la pelouse et l'ambiance est toujours aussi détestable que ce qu'on a vu sur le terrain. Et ouais, le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, est la cible d'attaques racistes venues d'une sénatrice paraguayenne, Céleste Amarilla. Mais juste avant d'en parler plus en détail, j'ai un message important à vous faire passer. Parce que le média pourrait bien disparaître dans les semaines à venir. Pour sauver notre chaîne et pouvoir être au rendez-vous pour 2027, on s'est fixé l'objectif ambitieux de réunir 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet. On y croit. D'ailleurs, merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent déjà. Et si vous voulez apporter vous aussi votre pierre à ce bel édifice collectif, eh bien, c'est à partir de 5 € par mois et c'est défiscalisable. Pour cela, rendez-vous sur cap-sur10k.lemediatv.fr. Et retour à l'actu du jour, après un France-Paraguay déjà plutôt irrespirable, la sénatrice paraguayenne de droite, Céleste Amarilla, s'est livrée à une violente charge raciste contre Kylian Mbappé. Sur X, juste après la rencontre, elle écrit « Cet abruti n'a même pas appris à écrire. Au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco. Et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. » Fin de citation. Avant de qualifier le capitaine de l'équipe de France de Camerounais colonisé, s'efforçant désespérément de passer pour un Français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, à l'image de toute son équipe. Fin, cette fois, de citation. Des propos bien évidemment abjects qui n'ont pas manqué d'être remarqués, à commencer par le principal intéressé lui-même, qui s'est chargé de répondre en personne. Ce lundi 6 juillet, Kylian Mbappé s'est à son tour fendu d'un tweet où il s'adresse directement à Céleste Amarilla. Je le cite « Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l'honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l'effort historique que vos joueurs ont réalisé durant cette Coupe du Monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde. » Propre, net et logé bien au fond du filet. Kylian Mbappé n'a évidemment pas été le seul à s'offusquer, et fort heureusement, des propos de la sénatrice, à commencer par les instances du football. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, dit qu'il condamne sans équivoque les propos tenus et il ajoute « Nous devons lutter contre le racisme et l'éradiquer ensemble ». Le président de la Fédération française, Philippe Diallo, a quant à lui annoncé son intention de porter l'affaire en justice en effectuant un signalement au parquet à des fins de poursuite judiciaire, dit-il. Mais ce n'est pas tout, évidemment. Le monde politique s'est aussi manifesté, à commencer par Emmanuel Macron, qui tweete un but de plus pour Kylian Mbappé. Contre le racisme, cette fois, tout mon soutien. Quand les mots salissent, nos valeurs répondent. Dignité, respect, fraternité. Jamais en retard pour récupérer les ballons, celui-là, bien pratique quand même, vous le constaterez, pour se racheter une image après 2 mandats marqués notamment par l'explosion du racisme en France, y compris du racisme d'État. Mais la palme de l'indécence en la matière revient évidemment sans nul doute à Bruno Retailleau, l'ex-ministre de l'Intérieur de Macron. Il a eu raison et Mbappé a rendu fier beaucoup de Français du drapeau des Bleus, bien entendu, et de leur maillot. Ce que je voudrais dire à cette dame, c'est que la France est un modèle, le modèle républicain. Et dans ce modèle républicain, on n'est pas français par le sol, on n'est pas français par le sang, on est français par le cœur. On est français pas par la couleur de la peau, pas par la croyance, pas par ses origines, c'est parce qu'on aime la France. C'est ça le modèle républicain. C'est ce modèle-là que moi, je veux absolument, porter très haut comme un étendard.
Et je pense que l'assimilation à nos valeurs, il faut la remettre au cœur du débat public. Mais qui êtes-vous, monsieur, et qu'avez-vous fait de notre nono-fachelard national? Où sont les Français de papier, les barbares, la décivilisation? Où est la suppression du droit du sol? Celui qui affirme que l'immigration n'est pas une chance ou qui scande « à bas le voile » en meeting? Avec des déclarations comme ça, il va y avoir des arrêts cardiaques chez les adhérents LR. Faut faire attention parce qu'ils sont déjà pas nombreux. Alors si en plus on les décime à chaque passage télé, il va pas rester grand monde le soir du premier tour, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on dirait quand même pas comme connerie quand on est en campagne, mon nono, Bon, enfin bref, vous aurez quand même compris que l'affaire Kiki commence à prendre une dimension d'affaire d'État. D'ailleurs, vous remarquerez également au passage qu'il n'y a plus personne sur les plateaux télé ou parmi les personnalités politiques françaises pour se plaindre que le joueur de foot parle politique ou lutte antiraciste, soudainement. C'est très nouveau, les mauvais esprits que nous sommes finiront par penser que ce qui les dérange vraiment, ces gens-là, c'est quand Kylian, il tape sur le RN. Mais bon, ça, c'est que notre avis, évidemment. On continue face au tollé international soulevé. Le gouvernement paraguayen, en personne, a dû réagir à son tour pour calmer le jeu et surtout se désolidariser des propos tenus par l'élu d'opposition. Dans un communiqué, il assure qu'il déplore et rejette les propos de la sénatrice, contraires aux valeurs et aux principes qui inspirent la coexistence pacifique et le respect de la dignité humaine que notre pays promeut. Le communiqué précise également que ces déclarations de Céleste Amarilla relèvent exclusivement de l'exercice de sa responsabilité individuelle et ne représentent en aucun cas la position du gouvernement de la République du Paraguay, ni même du peuple paraguayen. Alors après avoir frôlé l'incident diplomatique et offert un spectacle consternant à la planète entière, on aurait pu imaginer que l'élue paraguayenne allait lever le pied, faire profil bas, tourner au moins 7 fois ses doigts au-dessus de son clavier avant de tweeter. Eh bien, pas du tout. Elle en a remis une couche ce mardi matin avec une longue lettre ouverte à Kylian Mbappé où elle l'accuse notamment de sexisme et lui demande tout bonnement de s'excuser. Bah oui, vous avez bien entendu, de s'excuser. Voilà. L'élue sud-américaine nous raconte donc dans cette lettre sa jeunesse à étudier dans un collège français et tout son attachement à notre beau pays, dont elle aurait honoré le drapeau et chanté la Marseillaise et tutti quanti. On a même le droit à un passage indispensable, vous le noterez, sur ses vacances à Saint-Tropez et son Noël à Courchevel, la France qu'on adore, pour quelqu'un qui a fustigé les nouveaux riches dans un de ses tweets contre Kylian Mbappé, elle a quand même l'air d'apprécier leur compagnie. Tout ça pour dire qu'elle aime la France, mais pas Kiki. Lui, elle le déteste, ça c'est clair. Elle le répète en long, en large et en travers dans sa lettre mal traduite. Là. Dans ce réquisitoire, Céleste Amarilla accuse Kylian Mbappé pêle-mêle d'arrogance, de mépris et de mauvaise éducation. La France devrait te le reprocher parce que c'est un pays de chevaliers avec des siècles d'histoire et de savoir-faire, écrit-elle encore. Une sortie qui en dit assez long sur une vision pour le moins étriquée de l'identité française, où le capitaine des Bleus aurait, semble-t-il, moins sa place que d'autres. Des propos qui pourraient sans mal trouver leur place dans la bouche d'élus RN. Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, ne s'est d'ailleurs pas gêné pour exhumer un vieil article datant de 2010, dans lequel Caroline Parmentier, la grande amie de Marine Le Pen, parlait des Bleus de l'époque comme d'une équipe de voyous de cité. Voilà, on pose ça là. Au milieu de sa lettre, Céleste Amarilla semble prise d'une étonnante forme de remords. Elle dit qu'elle a supprimé son tweet initial parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle répétait des schémas qu'elle déteste, des schémas racistes donc, dont elle se dit victime elle-même car elle est métisse. Elle précise qu'un mélange de sang indigène et de sang espagnol coule dans ses veines. Mais après cette lueur de lucidité un brin surprenante, elle rembraye avec une demande pour le moins hallucinante. Je la cite, « Maintenant, j'exige que tu te rétractes aussi et que tu me présentes des excuses. Moi non plus, je ne tolérerai pas ta violence. Tu ne me connais pas, tu n'as aucune idée de qui je suis et tu n'as aucun droit de me dire que je suis une femme méprisable, indigne de la fonction que j'exerce. » Avant d'ajouter, « Je représente mon pays parce que j'ai été élue aux élections libres. Tu n'as aucune idée de ce que signifie être élu pour défendre ton pays. Et je ne sais pas si tu mesures l'importance de ma fonction. »
On sent qu'elle est un petit peu piquée dans son gros ego, la dame. Alors elle continue, pour elle, la réponse de Kylian Mbappé serait sexiste donc, une violence de genre pure et dure, dit-elle. Tu me méprises en raison de mon genre, poursuit-elle en joignant le capitaine des Bleus à honorer sa citoyenneté française en présentant des excuses, faute de quoi elle pourrait entamer des actions légales pour violence de genre. On aura tout vu, c'est toujours les racistes les plus gênés, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et alors, le plus cocasse dans cette histoire, c'est quand même que cette dame, avant d'être élue de la République, est avocate de formation. Et bien, soudainement, on comprend mieux pourquoi elle a changé de voix. Et on rappelle au passage notre objectif de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet pour sauver le média. Aidez-nous à continuer à vous informer. C'est à partir de 5 € par mois et c'est défiscalisable. Rendez-vous sur cap-sur10k.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Et puis vous le savez, si vous aimez le récap, que vous avez envie qu'on discute ensemble, eh bien je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos YouTube. On a attendu ce délibéré toute la journée et il est enfin tombé. Marine Le Pen a été condamnée en appel à 45 mois d'inéligibilité, dont 30 avec sursis et à 1 an de bracelet électronique. Elle peut donc a priori être candidate à la présidentielle de 2027, mais elle avait prévenu pas de candidature avec un bracelet. Alors que fera-t-elle ? Elle doit s'exprimer au journal de 20h de TF1 et à l'heure où nous enregistrons, nous n'avons pas plus d'informations. En revanche, comptez sur nous pour en reparler dans le récap de demain. Je vous attends, j'aurai évidemment plein de choses à vous dire. En tout cas, le cas de figure qui se profile, c'est quand même que Marine Le Pen, elle seule, bien que condamnée, peut décider si elle se présente ou pas. Et si elle ne le fait pas, c'est évidemment son poulain, Jordan Bardella, qui devra porter les couleurs du Rassemblement national à l'élection. Mais bon, on sait que le RN, c'est quand même avant tout une histoire de famille. Alors, les Le Pen prêts à passer le flambeau au petit Jordan, pas si sûr. On le rappelle, Marine Le Pen n'était pas la seule aujourd'hui sur le banc des accusés. Il y avait tout le gratin du parti d'extrême droite. Louis Alliot a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 2 ans d'inéligibilité avec sursis. Julien Audoul condamné à 8 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité avec sursis. Ou encore Bruno Gollnisch, 3 ans de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité. La Cour d'appel de Paris a donc confirmé leur culpabilité à différents niveaux dans le détournement de fonds publics européens. Il a estimé également que les faits se sont déroulés pendant 11 ans et qu'ils portent sur 2,8 millions d'euros. Des faits donc assez graves selon la Cour pour justifier une condamnation. Le Rassemblement national est lui aussi reconnu coupable de complicité de détournement de fonds publics et de recel. Pour l'instant, la gauche a vivement réagi. Emmanuel Macron, toujours pas. Marine Le Pen ne sera peut-être pas candidate à la présidentielle, mais les idées de son parti ont en revanche le vent en poupe. Oui, la présomption de légitime défense de la police est en débat dès aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Elle est portée par un député LR et soutenue notamment par les macronistes, mais l'idée originelle vient bel et bien de Jean-Marie Le Pen. On offre en fait un tapis rouge à l'extrême droite, puisqu'il faut savoir que ce texte, donc de présomption de légitime défense, c'est un texte qui a été porté il y a 40 ans par Jean-Marie Le Pen, qui a été ensuite en héritage à sa fille Marine Le Pen. Les LR ont essayé de le faire passer en janvier. Et aujourd'hui, c'est notre gouvernement. Et donc, c'est Laurent Nunez lui-même qui le met à l'ordre du jour. On sait que c'est une proposition de l'extrême droite. Et d'une certaine manière, on vit aujourd'hui une époque liberticide, où il y a une fenêtre d'Overton qui s'ouvre. C'est-à-dire qu'un ministre d'un président qui s'estimait, qui s'est présenté il y a 10 ans comme étant libéral, Emmanuel Macron, vient aujourd'hui reprendre une proposition de l'extrême droite, ce qui doit nous alerter et nous inquiéter profondément. Il y a encore une dizaine d'années, un peu plus, il y a 15 ans, en 2012-2013, au Sénat, la droite avait fait la même proposition sur la présomption de légitime défense. Et à l'époque, la droite elle-même, en commission des lois au Sénat, avait finalement renoncé à cette proposition, avec même la police, le directeur général de la police nationale qui, en 2012-2013, dit « Je ne veux pas de la proposition de loi sur la légitime défense, la présomption de légitime défense, parce que cela met en danger
les policiers en créant un cadre juridique incertain pour encadrer le tir des policiers. Donc on est dans une situation tout à fait stupéfiante où il y a 15 ans, cette proposition était jugée dangereuse juridiquement, contraire à la Constitution, contraire au droit européen, et même des policiers et la droite s'opposaient à ce texte. Et aujourd'hui, on a les Républicains qui la soutiennent. Eh bien, concrètement, le texte modifierait le Code de la sécurité intérieure afin d'instaurer une présomption de légalité des tirs effectués par les policiers et les gendarmes. En clair, lorsqu'un agent fera usage de son arme, son acte sera considéré comme légal dès l'ouverture de l'enquête et charge de la preuve sera donc inversée. Ce sera donc plus à l'agent de justifier la légalité de son tir, mais au parquet ou aux victimes de récolter les preuves. L'affaire Nahel, si cette loi était déjà en vigueur, serait tout bonnement passée à la trappe. Il n'y aurait même pas eu d'enquête et le policier auteur des tirs n'aurait jamais été placé en garde à vue. Et ce n'est évidemment qu'un exemple parmi tant d'autres, malheureusement, comme si le sentiment d'impunité dont bénéficient déjà les policiers n'était pas suffisamment important. On en rajoute encore une couche. Cette loi est évidemment dangereuse et une pétition contre a récolté à ce jour plus de 100 000 signatures. Si la loi est adoptée, la police ou les gendarmes pourront donc tirer sur des civils sans être inquiétés. Pire encore, la justice leur donnera raison avant même l'instruction. Et on le rappelle, la France a été interpellée par plusieurs organes de l'ONU comme le pays de l'Union européenne comptant le plus grand nombre de personnes tuées ou blessées par les agents de la force publique. Et voilà un procès qui rappelle que la police ne peut pas tout se permettre. 8 militants écologistes poursuivis pour entrave à la circulation, mise en danger d'autrui et refus de se soumettre au prélèvement d'empreintes et d'ADN ont été relaxés. Le 14 mai, des militants mobilisés contre un projet de route à Saint-Péray, en Ardèche, ont bloqué un pont et déployé une banderole pour médiatiser leur lutte. Ils ont alors été rapidement interpellés et placés en garde à vue, certains refusant de décliner leur identité. Mais les policiers ayant plus d'un tour dans leur sac, ils décident de les photographier à leur insu avec un téléphone portable avant de comparer les clichés à un logiciel de reconnaissance faciale. Le tribunal a donc reconnu que le logiciel s'était trompé au moins une fois et que les photographies ont été obtenues de manière déloyale. La police a contourné les droits des personnes gardées à vue, et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est bien la justice. Conséquence, les preuves ont été annulées, le dossier s'est effondré et les 8 militants sont donc relaxés. Et encore une actualité judiciaire. Aujourd'hui, Rima Hassan comparaissait devant le tribunal correctionnel de Paris pour apologie du terrorisme. La justice lui reproche un message publié fin mars sur le réseau social X concernant Gaza. Ce message, depuis supprimé, avait été signalé au parquet par le ministre de l'Intérieur ainsi que par l'organisation juive européenne et la LICRA. À l'ouverture du procès, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant le tribunal pour apporter leur soutien à l'eurodéputé LFI. Je vous propose de regarder ces images d'Andrej Manivit et Cyril Lemba, mes collègues. Aux côtés de nombreux responsables de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé quant à lui un procès politique. Les manifestants estiment que cette affaire s'inscrit dans une répression plus large des voix engagées en faveur des droits des Palestiniens. Rima Hassan a également pris la parole devant la foule. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, la cause palestinienne est un miroir et c'est aussi un test pour nos démocraties. Donc je veux aussi vous adresser à vous des remerciements. Pour certains d'entre vous, vous êtes mobilisés depuis octobre 2023 sur toutes les mobilisations, tous les rassemblements. Et je sais aussi que les citoyens sont victimes de toute cette répression. Les poursuites, convocations, perquisitions pour apologie du terrorisme ont explosé. Les associations locales sont également concernées par la politique de censure qui est orchestrée par l'État. Donc moi j'ai de la chance, comme d'autres, d'avoir cette tribune et d'avoir cette visibilité, mais on l'a aussi grâce à vous. Et je veux juste conclure sur les mots de Éric Passin. Si on en vient effectivement à censurer des élus de l'opposition et à les persécuter, plus personne n'est à l'abri.
plus personne n'est à l'abri. Plus de 200 personnalités, dont Annie Ernaux, Christiane Taubira, Benjamin Biolay ou encore Virginie Despentes, ont également affiché publiquement leur soutien à l'eurodéputé. L'avocat de Rima Hassan, Vincent Brengart, a estimé que ce procès constituait un enjeu majeur pour la liberté d'expression. Il a par ailleurs demandé le renvoi et obtenu. Le procès se poursuivra donc en octobre prochain. Et vous pouvez bien évidemment retrouver toutes les informations mises à jour sur notre page Instagram et sur notre site internet. Et on poursuit avec l'actualité de Gaza, tandis que le génocide se poursuit, les efforts diplomatiques se multiplient ici et là, mais rien ne change. Aujourd'hui, on a appris que le Hamas faisait un geste en faveur du cessez-le-feu. Il a annoncé quitter le gouvernement et se dit prêt à céder la gestion de Gaza à un comité palestinien de technocrates, une entité créée par le Conseil de la paix, lui-même institué par Donald Trump. Israël a rejeté cette initiative et demande de son côté un désarmement complet, mais le Hamas a toujours prévenu et refuse de déposer les armes tant que l'armée israélienne continuera de bombarder Gaza et de coloniser les territoires occupés. Retour donc à la case départ, celle du génocide. Selon les chiffres du ministère palestinien de la Santé, depuis le 7 octobre 2023 et le début de la guerre d'extermination menée par Israël, 73 000 personnes sont mortes, des chiffres qui sont très certainement sous-évalués. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et puis n'oubliez pas, rendez-vous sur cap-sur10k.lemediatv.fr pour devenir un de nos 10 000 donateurs mensuels et sauver notre chaîne avant le 31 juillet. Un très grand merci à vous et une très bonne soirée sur le Média.